Et salut à toi mon pote, c'est Tim, et Tim n'en a rien à battre, c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, nous allons terminer la série du paria aux héros du lycée avec le dernier chapitre de cette histoire. J'ai aimé raconter cette histoire car elle m'a replongé dans une période de ma vie où je suis devenu l'homme que je suis devenu aujourd'hui grâce à cette partie de ma vie. Et donc, c'est un réel plaisir de l'avoir partagé avec vous. Je sais que j'ai pour le moment peu d'abonnés à l'heure où j'enregistre ce podcast. Pourtant, j'ai vu que cette série vous a énormément plu, que ce soit dans le Telegram ou bien dans les commentaires. Ça me fait vraiment plaisir de vous faire ce partage d'expérience afin que vous aussi, vous puissiez en tirer les enseignements nécessaires. C'est un petit peu l'objectif. Vous savez, j'ai pas eu la chance d'avoir un grand frère à cette époque-là qui me donne les conseils et qui me permettent de m'aiguiller. Et les podcasts, à mon époque, donc quand j'étais jeune, on n'en avait pas forcément. C'était peut-être en anglais, mais il faut savoir qu'à cette époque-là, j'étais une quille en anglais. Aujourd'hui, je suis bilingue, mais à l'époque, j'étais une réelle quille en anglais. Donc bon, même s'il y avait eu des podcasts en anglais, j'aurais rien pu faire. Enfin bon, nous allons donc je vais te remettre un petit peu dans le bain. Dans le précédent podcast, je te parlais de mon exil de 2 mois, loin de chez mes parents. Je suis parti chez ma tante et mon oncle. J'ai travaillé en tant que maçon et surtout le plus important, c'est que j'ai travaillé mon développement personnel. J'ai abordé énormément de filles et j'ai rencontré une petite nana que j'appelle Charlotte, avec qui je suis resté durant tout le temps où j'ai été chez ma tante et mon oncle. Et j'ai surtout rencontré mon tout premier mentor qui s'appelait, je ne me rappelle plus du nom que je lui avais donné dans la série de podcasts et je n'ai pas forcément envie de donner son nom réel. Donc du coup, voilà, mon fameux, il me semble que je l'avais appelé Daniel. Donc mon sensei qui m'a tout appris. Voilà, c'était Daniel. Voilà, je viens de voir dans mes notes. Et c'est lui qui m'a tout appris. Et grâce à lui que j'ai eu envie de faire du business online. Et nous nous sommes dit au revoir. J'ai dit au revoir à Charlotte. J'ai dit au revoir à Daniel. Et je m'apprête à rentrer à la maison. Après ces 2 mois, je m'étais métamorphosé. Je n'étais plus du tout la même personne. Et donc, quand je suis arrivé chez moi, je me rappelle de la réaction de mes parents et de mes sœurs aussi qui étaient « mais waouh, t'es pas du tout le même, t'es vraiment pas du tout le même ». Et donc du coup c'était assez marrant. Moi j'étais un petit peu, je dois l'avouer, j'étais un petit peu timide vis-à-vis de ça. J'avais pas l'habitude de recevoir des compliments. Étant donné que je suis dans une famille nombreuse, j'étais un peu quelconque. Tu vois, vraiment dans la famille nombreuse, les rôles qui vont avoir le plus d'importance, ça va être le rôle de l'aîné et le rôle de la petite dernière. Et c'est les deux sur lesquels on va le plus se focaliser. Et ceux qui sont au milieu, bah, c'est les autres. Et donc, du coup, là, vraiment, toute l'attention était portée sur moi. Et donc, du coup, même mes parents étaient mais vraiment, c'est super bien. On voit que tu te sens mieux, c'est bien, etc. Et quand j'ai revu mes potes, pareil, mes potes étaient super contents de me revoir. Et pareil, ils étaient choqués. Mais putain, mais il est où le team qu'on a connu t'es sérieux, t'es où mec, qu'est-ce qui t'est arrivé pendant ces 2 mois? Et donc du coup je leur ai raconté, bon ils étaient un peu en train de rigoler en mode ouais, genre t'as changé en 2 mois mentalement et tout, c'est pas beaucoup, enfin bref, les jugements. Mais moi au final l'essentiel c'est que je savais que je n'étais plus le même homme et je n'avais qu'une hâte, c'était la rentrée, parce que la rentrée allait avoir lieu dans à peu près, alors je suis rentré le 25 août, je crois le 20 ou le 25 août, je sais plus, entre ces 2 dates. Et la rentrée allait avoir lieu le 2 septembre. Et donc du coup, j'avais vraiment hâte de retourner au lycée avec ma nouvelle force mentale, avec mon nouveau tempérament, avec mon nouveau look, mon nouveau style. J'étais plus le même et j'avais vraiment hâte de mettre en place tout ce que j'avais envie de mettre en place. Et la rentrée finit par arriver. Je me rappelle encore avoir mis une musique à mes oreilles au niveau de mon iPod Nano et je suis parti. Donc du coup de la maison, j'ai fait mon petit trajet, 30 minutes de marche quand même, et j'arrive au lycée avec mon sac flambant neuf, mes fringues flambant neuf, mon style flambant neuf. Et donc du coup là, ils nous disent, parce qu'on ne savait pas à l'avance dans quelle classe on allait se trouver, ils nous disent dans quelle classe nous sommes. Et donc je me suis retrouvé, donc là j'étais en première, je me suis retrouvé dans la classe donc, de première STG gestion. À l'époque c'était STG, mais on ne savait pas du coup avec qui on allait être. Et donc là, je suis avec tous mes potes, donc tous mes potes de l'époque.
Mais surtout, je suis dans la même classe que Léna. Il faut le voir pour le croire, sincèrement. Elle-même était choquée de me voir. Elle était en mode « Waouh, qui c'est ce mec? Mais qui est ce mec? Où est passé Tim, bordel ?» Et je me rappelle du coup que, bah, pareil, hein, c'était la même chose qui s'est produit. Je crois que c'était le deuxième jour. Elle m'attrape encore une fois dans un couloir. Et elle vient me parler. Elle me dit écoute Tim, j'ai bien eu ce que tu m'as dit du coup il y a 2 mois et je suis désolé de pas t'avoir de ne pas t'avoir répondu, de ne pas t'avoir dit. Elle commence à faire son mea culpa. Et moi je la regarde. Et là je crois que j'ai la plus belle réaction. Et ça montrait à quel point j'avais mûri. Et je lui dis hey, Léna, je m'en fous. D'accord, c'est du passé. Je m'en fiche complètement. L'important c'est que tu sois heureuse et que tu sois heureuse avec le mec avec qui t'es. Tout le reste, on s'en fout. C'était une erreur. Tu sais quoi? Reste ton pote. Je l'ai friendzoné, les gars. Je l'ai friendzoné. Et c'est venu tout seul. J'étais arrivé à un seuil de confiance qui était tellement fort que... Ouais, ben je m'en fous en fait, tu vois. Genre, je m'en fous. Oui, non, c'est du passé. Alors que c'était vraiment ce qui m'est arrivé avec elle qui m'avait conduit à cette déprime. Mais j'allais mieux. J'allais réellement mieux. Et donc, du coup, à partir de là... elle est devenue ma pote. Elle est devenue ma pote. On était en classe, on se mettait souvent en côte à côte. On se tapait des grosses barres, on se taquinait. Rien qu'à l'époque, elle m'aurait tapoté l'épaule. Je serais devenu rouge comme une tomate. Mais là, je m'en battais les couilles. Je rigolais avec elle. Je lui envoyais des petits coups. Et tu vois, c'est là on voit la naissance de Tim. La naissance de Tim qui n'en a rien à battre. Tu vois, petit à petit, cette philosophie de me dire je m'en fous. Au final, adviendra que pourra. Tu sais, il y a un proverbe qui m'a beaucoup marqué, qui est le proverbe suivant. C'est « Ne veille pas à ce que les choses arrivent telles que tu veux qu'elles arrivent, mais veille à ce qu'elles arrivent comme elles doivent arriver et tu seras heureux. » Et ce proverbe, eh bien, il m'a marqué. C'est exactement ça. Advienne que pourra. Moi, je sais que je vais bien... Je sais que si je reste moi-même et que je me respecte au fond de moi-même, en tant que Tim, eh bien, ça se passera bien. C'est cool, j'ai confiance. Et donc, du coup... à ce moment-là, j'ai été choqué de voir que je n'avais vraiment plus aucun attachement à elle. Genre, j'avais plus cette espèce de boule au ventre quand je la voyais, cette espèce de ces papillons dans le ventre. Elle était toujours aussi belle, elle était toujours aussi fraîche, elle sentait toujours autant la vanille. Elle était magnifique, cette fille. Elle est toujours magnifique, même aujourd'hui. Bien évidemment, je ne l'ai plus revue, mais je suis sûr qu'elle est toujours aussi belle. Mais je m'en foutais. Je m'en foutais. Je pense que c'était aussi le fait que j'avais eu une copine pendant à peu près 2 mois. Plus 1 mois et demi que 2, mais voilà. C'est ça qui a fait que j'étais plus stressé face à elle. Genre vraiment, je m'en foutais complet. Et donc du coup, et à chaque fois, toujours pareil, hein, on se retrouvait tous, donc tous les gars du lycée, toutes les meufs du lycée, on se retrouvait tous à la sortie du lycée, vers les arrêts de bus. Et de nombreuses personnes de mon lycée ne me reconnaissaient pas au premier coup d'œil. Parce que la transformation niveau look, elle était vraiment flagrante. Et donc, je me suis vraiment mis à recevoir énormément de compliments. Je me rappelle une nana qui me dit mais Tim, c'est toi? Et moi, je la regarde, je fais ouais. Elle me fait mais putain, t'as changé. Là, ça te va trop bien comme t'es et tout maintenant. Elle était vraiment enjaillée. Et moi, j'étais là en mode ah, merci et tout. Tu sais, les gars populaires de mon lycée qui me snobaient à l'époque étaient un peu curieux, tu vois. Genre, les filles. Certaines filles me donnaient des compliments et les gars de mon lycée qui étaient des gars populaires venaient me voir, me disaient oh, Tim, t'as grave changé, franchement ça te va bien comme ça, stylé, beau gosse et tout. Sauf que moi j'étais là en mode ouais merci, c'est cool et tout. Tu sais, je faisais le gars tranquille, mais dans un premier temps j'avais du mal à savoir si c'était du sarcasme ou non, tu vois. Parce que le fait de revoir les gens, le visage des gens qui me traitaient comme un paria, ça m'a fait remonter des souvenirs négatifs. Je me disais, ouais, ils doivent sûrement être en train de se foutre de ma gueule. Et puis après, je me disais, hey, Tim, rien à foutre. Tu sais quoi? Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, ça les regarde. M'en bats les couilles. Donc, du coup, au final, je m'en foutais un peu. J'avais toujours quand même cette pression du groupe. Tu sais, quand je me retrouvais avec plusieurs personnes autour de moi et qu'on discutait à plusieurs dans un groupe, j'avais toujours cette pression du groupe malgré tout. Quand j'étais en face à face avec quelqu'un, je m'en foutais un peu parce qu'à la force d'avoir abordé, tu finis par perdre un peu cette timidité que tu as. Mais quand je me retrouvais en groupe, j'avais encore un petit peu de mal. Et donc, du coup, les semaines passent, tu vois, les semaines passent, et le fait que les gens voient que je suis un mec, au final, qui est un mec tranquille, qui s'en bat un peu les couilles,
qui reste lui-même, ça a fait que j'ai commencé à me faire quelques amis, dont des amis meufs aussi, et dont une nana en particulier, que j'appellerai Mathilde. Et cette fille, on se rapproche vraiment de plus en plus. Et on était très tactiles l'un vers l'autre. C'est-à-dire, on se faisait des petits câlins, on se faisait des petits bisous sur le front, sur la joue. Mais tu vois, ça restait amical. On savait que ça n'allait pas aller plus loin. Je sais pas si pour elle, elle voulait aller plus loin, peut-être. Mais personnellement, moi, je voulais pas aller plus loin avec elle. Moi, c'était vraiment une pote et en fait, elle avait peut-être 2 ans de moins que moi. Et je l'avais vraiment friendzoné en fait au final. Tu vois, genre j'étais le mec qui me faisait friendzoner, maintenant c'est moi qui me retrouvais à friendzoner des meufs. C'est assez dingue. Et donc du coup, on s'est vraiment attachés l'un à l'autre et on se kiffait bien, tu vois, genre mais vraiment amical quoi. C'était un coup de cœur amical quoi, sincèrement. Après, je cherchais vraiment pas à me la faire ou autre, tu vois. Et donc du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, à la base, j'ai toujours été comme ça. Je suis un mec qui est vraiment ultra perché au niveau de l'actualité. Je suis un mec qui ne suit pas du tout l'actualité. J'en ai rien à péter de l'actualité. Je me concentre sur mes objectifs et c'est tout ce qui m'intéresse. Et donc du coup, il paraissait que pendant que moi, je me la coulais douce au lycée, il y avait des manifs de dingue à ce moment-là contre la réforme des retraites de l'époque. Donc voilà, moi j'apprends cette info quand il y a 2 gars ultra populaires dans mon lycée, donc peut-être les 2 gars les plus populaires du lycée. Ils ont essayé de faire un blocus à l'arrache. Genre, ils sont arrivés, ils ont commencé à choper des poubelles qu'il y avait devant le lycée. Ils ont tenté de les mettre à la zob totale devant le portail du lycée. Et ça n'avait pas marché, tu vois. Genre, il y avait peut-être déjà la moitié du lycée qui était rentré dans le lycée. Frérot, tu vas pas tenter de faire un blocus alors que tout le monde est rentré, en fait, espèce de trou de balle. Donc, du coup, ils ont quand même essayé de le faire, mais ça n'a pas marché. Je me rappelle encore des surveillants qui ont enlevé les poubelles en mode bon les gars vous êtes relous et tout. Et là ils avaient le seum, putain vas-y ça va jamais marcher, on va jamais réussir à faire un blocus, bordel de merde et tout. Tu vois genre ils s'énervent comme ça, tu vois, genre quand le surveillant mais putain laissez-nous faire et tout, bordel, tous les autres lycées le font. Et le surveillant lui dit ouais mais mec tu veux le faire, ben fais-le bien. Tu vois ce que je veux dire là, c'est quoi ça? Ouais vas-y et tout. Tu vois genre il commence à s'embrouiller avec du coup le surveillant. Et moi, je comprenais pas. J'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'ils foutent, ceux-là? Et là, t'as mon pote, du coup, qui me dit, ouais, mais gros, t'as pas vu, réforme des retraites. Il y a tous les lycées qui sont en fire en ce moment. Ils font des blocus partout. Les lycées autour de chez nous faisaient des blocus. Il y avait, tu sais, chacun avait son leader qui faisait le blocus et tout. Et ça marchait super bien pour eux. On était le seul lycée de notre région à ne pas avoir fait de blocus encore. Et donc, du coup, ce matin-là, à la pause de 10h, on se retrouve donc du coup devant le lycée avec Mathilde, un pote à moi et le surveillant, le fameux surveillant avec qui les gars du lycée s'étaient embrouillés. Et on commence à discuter de ce qui s'était passé le matin même. Et là, le surveillant, il me dit ouais, mais moi j'ai été obligé les gars j'ai été obligé de vous empêcher de faire le blocus. Enfin, j'étais obligé de le faire. Parce que moi, c'est mon boulot, je peux pas laisser le désordre, quoi. Tu vois, genre, sinon je vais me faire emmerder par ma direction et tout. Et il me regarde et il me dit, mais tu sais, il me dit, vous arriverez jamais à faire de blocus si vous le faites à la zob. Dans tous les cas, ça pourra pas marcher. Et donc, du coup, j'ai Mathilde qui me regarde et qui me dit, ouais, mais Tim, pourquoi tu ferais pas le blocus? Ben, j'ai fait, toi, pourquoi tu ferais pas le blocus, t'as vu? Et elle me dit, non, non, sérieux et tout. Elle me dit, franchement, t'es charismatique et tout, je suis sûr que les gens, ils te suivraient. Et donc là, moi charismatique, parce que tu sais, j'avais encore cette espèce de complexe du paria, tu vois. Et tu sais, au fond, j'avais toujours ce petit complexe. Et au final, il y a le surveillant, il me dit, ouais, il me dit franchement, il me fait, tu devrais faire ce blocus. Tu devrais le faire. Si jamais tu t'arrives à monter une équipe et vous le faites bien, vous prévoyez tout à l'avance et tout, vous allez réussir votre coup. Et donc là, je commence à me chauffer. Je me dis, hé, et tu sais, peut-être parce qu'il y avait la petite nana qui était juste à côté, tu vois. Et là, je leur dis, ben, vous savez quoi? Demain matin, il y a un blocus. Et là, du coup, Mathilde me regarde, elle me fait, non, t'es sérieux, tu vas vraiment le faire et tout? Et là, je suis là, ouais, je vais vraiment le faire, tu vois. Je commence à me chauffer comme ça. Je dis, tu vas voir, je vais le faire. Et ça va être le plus gros blocus de l'histoire du lycée. Il faut savoir que ce lycée, ça faisait à peu près 5 ans qu'il était ouvert. Donc, il y avait eu des petits blocus avant, mais il n'y avait jamais eu un truc de grosse envergure. Ils n'avaient jamais réussi à faire un vrai blocus. Et moi, j'étais là, je vais le faire, ce blocus. Et je vais faire le meilleur blocus que ce lycée n'ait jamais connu et toute la région entendra parler de nous. On va foutre un bordel pas possible. Et donc là, t'as le surveillant, il me dit, putain, il me dit, j'espère que ces paroles ne seront pas vaines au final. Et je lui dis, regarde-moi bien, je lui dis, écoute-moi bien, tu vas voir que je vais le faire, ce blocus, et je vais le réussir.
Et je sais pas, c'est sorti tout seul. Tu vois, genre vraiment, je me suis dit, juste après que cette pause se soit terminée, quand je suis retourné en cours, je me suis dit, putain, je me suis foutu dans la merde. Parce que maintenant, j'ai pas le choix. Maintenant, il va falloir que je réussisse ce blocus. Et d'habitude, avec Léna, on bavardait un peu en cours et tout. Et puis là, elle voit que je suis grave préoccupé. Elle me fait, mais Tim, tu vas bien? Je sais pas, t'es pas trop bavard aujourd'hui. Et je lui sors, ouais, je sais pas. Je sais pas, je suis pensif et tout. Et elle me disait, mais vas-y, dis et tout, tu vois, genre, tranquille. Et je lui dis, non, non, je vais pas te dire. Elle me dit, si, dis-moi et tout. Et en fait, je voulais pas en parler. Je voulais pas dire. Enfin, tu vois, genre, j'avais déjà ouvert ma gueule devant la petite nana, devant mon pote et devant le surveillant du lycée. Comme quoi, j'allais faire un blocus et que ça allait être le bordel. Et je voulais pas commencer à le balancer à tout le monde. Je voulais pas trop que ça s'ébruite. Si on voulait que ça marche, il fallait vraiment qu'il y ait un effet de surprise. Et donc, du coup, je lui dis rien. Et là, elle me dit, oh, vas-y, t'es chiant et tout. Je fais, toi, t'es chiant, te casse pas les couilles. Et vraiment, en fait, tu vois, tout ça pour te dire que même dans ces moments-là, j'arrivais à garder mon calme devant la nana qui me faisait totalement craquer l'année d'avant, tu vois. Et je la trouvais toujours aussi belle, mais j'étais vraiment arrivé à un point où je m'en battais vraiment les couilles. Mais je ne pensais qu'à ce blocus. Et je me disais, il faut vraiment, vraiment que ça marche. Donc, le soir même, j'appelle mes meilleurs potes, vraiment mes bros, le sang de la veine, tu vois. Et je monte mon équipe avec mes meilleurs potes. On se pose dans ma chambre en haut et donc du coup on s'organise ça pour réussir le blocus le lendemain matin même. Donc je donne des ordres à tous les gars. Je leur dis bon, toi tu vas chercher des chaînes. Toi tu vas t'occuper de faire l'itinéraire d'où on doit aller récupérer les poubelles, etc. et tout. Et demain on se donne rendez-vous à 4h du matin pour commencer à tout verrouiller. La mission était simple. On devait prendre quasi toutes les poubelles de notre petite ville, les mettre devant le portail, les empiler entre elles et tout relier avec une chaîne au portail du lycée. Mission assez simple. Mais donc du coup, on savait que les poubelles, ça allait être un peu compliqué. Enfin, on ne pouvait pas prendre autant de poubelles qu'on le voudrait parce que c'est les grosses poubelles noires, là, les énormes conteneurs. Donc du coup, on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre peut-être, vu que le portail était quand même assez grand, on s'est dit qu'on allait se prendre une rangée de 5-6 conteneurs. Donc du coup, ça en faisait peut-être 1 ou 2 par personne, donc ça fait beaucoup quand même. C'est pour ça qu'il fallait vraiment s'y prendre à l'avance, vu que les premières personnes commencent à arriver à 7h et quelques du matin. Et on s'est dit, bon, on va prendre 5-6 conteneurs, on va prendre le temps de les faire venir jusque devant le lycée, et ensuite on va empiler des chariots par-dessus. Donc il fallait qu'on se procure des jetons, tu sais, chez nos darons et tout, tu vois, pour avoir... Et on était déter de ouf. On s'est dit comme ça, au moins les chariots, on les met par-dessus le conteneur et on relie tout avec une gigantesque chaîne. Heureusement, dans ma bande, j'avais 2-3 gars de quartier, donc mes bros, qui pouvaient se procurer des chaînes. Donc du coup, facilement en plus. Donc c'était nickel. Tout le monde a le matos et donc du coup, à 4h du matin, on s'envoie tous un message en mode les gars, vous êtes bien réveillés et tout, nickel, on s'envoie le petit SMS. Parfait, bon les gars, on se rejoint comme prévu. Et donc là, il faut savoir que personne n'était au courant. Hein. Voilà, comme je t'ai dit, j'ai pas voulu que ça s'ébruite. Les seuls qui étaient au courant, c'était le surveillant, le pote avec qui j'étais, c'était un pote comme ça, tu vois, Mathilde, et mes bros avec qui j'organisais le plan. Voilà, du coup, il y avait et moi. Donc du coup, on était vraiment les seuls au courant. Et donc du coup, 4h du matin, je sors de chez moi. Ma mère dort encore, mon père dort encore, et ils savent pas que je sors de chez moi parce que je leur ai même pas dit que j'étais en train de prévoir un blocus. Même mes sœurs, je leur ai rien dit. Et à 4h du matin, je sors de chez moi avec ma doudoune et tout, parce qu'on était quand même en mi-octobre, et donc du coup, il commençait à faire un petit peu frais le matin. Et donc du coup, je commence à mettre de la musique galvanisante sur mon iPod Nano, un petit iPod Nano noir que j'avais à l'époque, et je m'en vais récupérer des poubelles dans la ville endormie. Et nous allons aussi récupérer des chariots avec mes acolytes, et tout se passe bien. Bon, sauf à un moment donné, on va vers une boulangerie. En fait, les mecs des boulangeries se réveillent assez tôt pour préparer leur pain du matin. Surtout dans les petites villes. Vraiment, c'est une toute petite ville de 20 000 habitants. Et donc, du coup, y en a un qui nous a dit hey, les gars, les poubelles, reposez-les à leur place. Donc, mis à part cet accro-là, on a réussi quand même à récupérer pas mal de conteneurs. On a pu les amener. On a dû faire des allers-retours, retourner au supermarché pour récupérer des chariots. On était en train de courir dans la ville avec nos chariots. Moi, j'ai foutu mon pote dans un des chariots. Et on foutait bordel. C'est vraiment, la ville était endormie, quoi. C'est des super bons souvenirs, tu vois. Je me rappelle encore... Tu sais, de l'odeur du matin, tu sais, cette odeur de la nuit, tu sais, encore fraîche et tout. Franchement, c'est des super bons souvenirs que je me remémore. Et donc, du coup, finalement, on a tout ce qu'on a besoin vers 5h30 du matin. Donc, tu vois, ça nous a vraiment mis une bonne heure et demie à tout réunir. Donc, à partir de là, 5h30 du matin, on sait qu'il nous reste encore 1h30
pour tout empiler et commencer à tout mettre avec les chaînes. Et c'est pas une mince affaire, hein, parce que vraiment, il faut tout bien faire comme il faut bien fermer les chaînes avec les cadenas, etc. Donc du coup, là, on commence à bloquer le portail avec les énormes poubelles comme on avait prévu de le faire. On empile les chariots jusqu'à hauteur du portail et on relie le tout aux portes avec une très longue chaîne en fer. Et on a même besoin d'en ajouter une deuxième puis une troisième pour vraiment que tout tienne et que ce soit ultra difficile de tout enlever. Alors le plan vraiment, hein, là, il semble parfait. Hein. On était en train de savourer notre victoire future jusqu'au moment où, malheureusement pour nous, le concierge arrive vers 7h du matin à peu près, 7h, 7h20, et sachant que les premiers bus arrivent à 7h30. Et là, il arrive, il commence à tout enlever, tout. Là, il détruit du coup les chaînes en fer avec une pince Monseigneur. Et donc, du coup, il sort tout. Il sort les poubelles, il sort les chariots. Et là, il nous regarde et nous dit « Hé, les petits, c'est pas grave, au moins vous aurez essayé, mais je peux pas vous laisser faire ça, sinon je risque de perdre mon emploi si je vous laisse faire ça. » Et donc là, moi et mes bros, on est dépités. Vraiment, on est dépités. Ils se disent entre eux, mes bros, que tout est foutu. Ça y est, c'est fini. Les gars, on aura essayé. C'est mort. De toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Dans 10 minutes, t'as tout le monde qui arrive. Le portail n'est plus bloqué, ça veut dire que tout le monde va pouvoir rentrer dans le lycée. C'est mort, c'est foutu. Et là, je me dis, et je leur dis aussi, putain les gars, on n'a pas le droit d'abandonner maintenant. On peut pas abandonner maintenant, c'est pas possible. On va pas échouer comme eux, les autres gars du lycée ont échoué bêtement. Nous, on va réussir. Et donc là, du coup, et quand je dis ça, t'as les premiers élèves qui arrivent, tu vois, genre avec les bus. Et là, je te jure, je sais pas ce qui m'arrive. Je leur laisse même pas le temps de poser le pied au sol, que je prends un cône de signalisation orange, là, tu sais, quand il y a des travaux. Il y en avait un qui traînait vers le parking du lycée parce qu'ils étaient en train de rénover un truc. Et là, je chope un cône de signalisation orange pour porter ma voix en hurlant à la sortie du bus. « On bloque! Faites une chaîne humaine devant le lycée, vite !» Et donc là, tu vois, c'est cette sorte d'énergie du désespoir. Je me suis dit, je peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Je ne suis plus le même homme. Le team de l'année dernière, il aurait abandonné bêtement et il serait retourné la queue entre les jambes. Il n'aurait même pas fait le quart, le tiers, du demi de tout ce qu'on a fait. C'est pas maintenant que je vais abandonner. Je n'abandonnerai jamais. J'en ai rien à foutre. On va le faire, ce blocus. Et cette voix qu'il y avait en moi, elle me quittait pas. Et il fallait que je le fasse. Et donc, du coup, cette énergie du désespoir, c'est comme si mon destin dépendait de cet instant. Et donc, j'ai chopé ce cône. J'ai même pas réfléchi. C'est parti tout seul. On bloque, faites une chaîne humaine devant le lycée, vite! Genre, je leur ai vraiment donné l'ordre avec une telle conviction que le résultat des courses, ça a été que ça a marché. Les élèves m'ont écouté, ils sont partis devant le lycée et ils ont fait une chaîne humaine qui a empêché tous les autres d'entrer. Le premier bus a empêché, le deuxième, le troisième, le quatrième bus, et tout le monde a commencé à se mettre en mode chaîne humaine. Moi, j'étais en mode avec eux en chaîne humaine, en chaîne humaine, en chaîne humaine. Et en fait, je mettais tellement d'ordre, de puissance et de voix dans ces ordres que je donnais que tout le monde m'écoutait. C'était terrible, c'était terrible. Je pensais pas que les gens allaient m'écouter. Mais j'avais mis tellement de conviction dans ma voix que les gens se sont mis à m'écouter. Et ça, c'est une grande leçon. Parce que, en fait, quand tu dis quelque chose avec une forte conviction, même si c'est une connerie, ça passe. C'est ça que j'ai appris ce jour-là. Et donc, du coup, les gens, il devait y avoir peut-être une centaine d'élèves à force, tu vois que les bus arrivent, chaîne humaine. Puis tu as les gens qui arrivent à pied, qui voient qu'il y a 100 personnes devant le lycée qui bloquent l'entrée du lycée. Et tu as le principal qui peut, enfin, tu sais, le vice-principal qui peut même plus empêcher les élèves de bloquer parce qu'on est trop. Tu vas pas punir tout le monde, c'est pas possible. Et donc, du coup, tu as 200 élèves, puis 300 élèves. Et on se retrouve avec une sorte de chaîne humaine qui bloque complètement le lycée. Et à un moment donné, j'ai la principale du lycée qui m'interpelle et elle me menace de représailles si je ne disperse pas la foule. Mais j'étais arrivé à un point où je me disais, j'en ai plus rien à foutre. Ça doit marcher, coûte que coûte. J'ai donné ma parole et je suis un homme et ma parole vaut de l'or. Et au final, j'en ai rien eu à foutre de ces paroles. Au bout de 10 minutes, les gens se sont agglutinés devant le lycée et se sont retrouvés à attendre les directives à suivre. Tout le monde discutait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui va se passer, tout ça et tout. Et là, du coup, il y a un mec qui ramène une poubelle comme ça, qui ramène la poubelle en plein milieu de la foule et qui a un discours dans la main en même temps. Donc c'est un pote à moi. Il vient me voir et il me dit « Gros,
j'ai préparé un discours, mets-toi sur cette poubelle et lis-le à la foule, je te jure qu'ils vont te suivre, mec. » Et là, ben, je lui dis non, j'ai pas envie, j'ai pas envie. Il me fait, pourquoi t'as pas envie? Je lui fais, non, moi je voulais juste organiser le blocus, je veux pas être le leader du blocus. Et donc je regarde mon meilleur pote, tu vois, mon meilleur pote qui m'utilisait comme un faire-valoir, parce que vraiment c'est à lui que je me référais, tu vois, mentalement. J'avais toujours cette mauvaise habitude-là. Et je lui dis, mec, vas-y, toi monte sur l'estrade et prends la foule avec toi. Et il me regarde, il me fait, ah, non, moi je veux pas faire ça, c'est mort et tout, tu vois, laisse tomber. Et je voyais qu'il était stressé, qu'il en pouvait plus, tu vois. Et j'ai fait, écoute, laisse tomber, vas-y, je vais le faire. Je monte sur la poubelle. Et là, du coup, je me retrouve devant 400 personnes qui mettent leurs yeux sur moi. Donc, j'ai 800 yeux qui me regardent. Et là, vraiment, je suis en train de me liquéfier. Je me chie dessus. Je commence à lire le discours. Et donc là, je commence à lire les premiers mots du discours, mais sans conviction. Alors, nous devons... Et puis, au bout d'un moment, je jette la feuille. Et je me dis, c'est pas comme ça que je vais y arriver. Je leur fais, écoutez-moi bien. On va foutre le bordel aujourd'hui, on va tout détruire. On y va! Et là, du coup, mais tu sais, vraiment comme un chef de guerre, et je lève le bras, criez avec moi et tout. Et là, t'as tout le monde qui gueule et tout. Vas-y et tout. Et là, du coup, je dis, allez, c'est parti, suivez-moi. Et là, t'as 400 personnes qui sont derrière moi, un cortège de 400 personnes qui sont, du coup, les 400 personnes sont gérées par mes potes et moi je suis devant tête à crier des slogans et les gens hurlent les slogans après moi. On va en plein centre-ville devant la mairie, on hurle devant la mairie, t'as la maire de la ville qui sort et tout et qui est là en mode choqué, en mode mais qu'est-ce qui se passe? C'était un truc de malade et là je hurle. T'as tout le monde qui suit mes discours, enfin tu sais qu'il y a tout le monde qui suit mes slogans. Et puis après on retourne en arrière, ça a duré toute la matinée, on s'arrête sur la route parfois en mode on bloque la route. Truc de malade. Et là du coup je ramène le cortège devant le lycée, je me remets dans la poubelle et je leur dis maintenant les cours c'est terminé, rentrez tous chez vous. Il faut leur montrer qu'on ne retournera pas au lycée tant que notre voix ne sera pas entendue. C'est genre, je fais le gros communiste. T'as vu le discours du communiste? Et là, t'as tout le monde qui hurle, qui me met une puissante ovation, qui répète mon nom. Tim. Et c'était incroyable. Incroyable, cette adrénaline. Je la ressens encore à l'instant où je te parle. C'était un truc de dingue. J'étais devenu le héros de mon lycée. J'étais enfin devenu le héros de mon lycée. À ce moment-là, on rentre tous chez nous. Et donc, du coup, je rentre chez moi. Et d'habitude, mon Facebook qui est vide, qui a juste mes potes, etc., j'ai tout le lycée qui m'ajoute. Tout le lycée. Et là, je reçois des dizaines, puis des centaines de messages de remerciements. Tim, t'es le meilleur, merci. Quel courage, merci infiniment, Tim, t'es vraiment le plus fort. Des filles qui m'envoient des cœurs, vraiment, t'es trop le meilleur et tout. C'était devenu un truc de malade. J'étais passé en l'espace d'une année du paria au héros de mon lycée. Tout le monde m'a donné une puissante ovation et c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Cette adrénaline que j'ai sentie, je savais que je ne serais plus jamais le même homme après ça. Et donc du coup, c'est un truc de fou. Tout le monde... et je reviendrai après pour les retombées. Je reviendrai après. Je ne vais pas te le dire tout de suite parce que il y a eu un second jour. Donc du coup, le lendemain, rebelote. Mais cette fois, je fais passer le cortège avec 600 personnes cette fois parce que les collégiens nous ont rejoints. Parce qu'il y avait un collège juste à côté du lycée. Donc les collégiens nous rejoignent. Il y avait même ma petite sœur qui me dit hey, c'est mon frère et tout. Et donc du coup, je dis mais retourne en cours toi, qu'est-ce que tu fais et tout. Hey, pourquoi moi je dois retourner en cours et pas toi et tout. Enfin bref, c'était marrant. Et donc du coup, je passe devant chez ma mère. Ma mère était en train de boire le café avec une copine et je passe devant chez elle, tu sais. Et là, elle me regarde en mode, mais qu'est-ce que tu fais, mon fils et tout. Je fais, maman, je fais le blocus et tout. C'était incroyable. Truc de barge, vraiment truc de barge. Et donc, du coup, vraiment, après ça, ma vie n'est vraiment plus du tout la même. Il y a tout le monde qui veut traîner avec moi. Je deviens le centre d'attention de mon lycée. Et on m'invite même aux soirées. Tu sais, les soirées qui m'étaient complètement fermées, ben on m'invite aux soirées avec les mecs les plus populaires. Et t'as des nanas du lycée qui sont des petites douceurs qui me font du rentre dedans. Bon, moi, je suis encore un peu gêné, mais c'est un truc de malade. Vraiment, le succès me sourit. Truc de fou. Et du coup, j'essaye de m'habituer à cette nouvelle popularité et je suis là en mode, mais putain, c'est incroyable. J'aurais jamais cru qu'en un an,
j'allais réussir à faire tout ça. Et tu vois, toute cette visualisation que je m'étais faite, comme quoi, quand je retournerai au lycée, je serai le héros de mon lycée, eh bien, ça s'est produit. Et c'est un truc de malade. Et on m'avait demandé de parler de la loi de l'attraction, et j'en parlerai dans un prochain podcast, et je te dirai ce que j'en pense. Et donc, du coup, un mois passe après ce blocus. Ma popularité à ce moment-là, elle est au maximum. Je suis vraiment le gars le plus populaire de mon lycée. Je suis plus populaire que le gars le plus populaire du lycée. Donc c'est vraiment un truc de malade. Personne ne s'y attendait, mais au final, tu vois la remontada. Donc du coup, il y a un voyage scolaire à la Cité de l'Espace de Toulouse qui est organisé pour les 2 classes de première STG. Donc il y a la classe de première STG gestion dans laquelle j'étais et la classe de première STG communication où il y avait que des meufs. Je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Et donc du coup, dans cette classe, pourquoi je dis ça, il y avait une petite qui me plaisait bien à ce moment-là, mais cette petite m'avait recalé à la fin de la première année de lycée. Je l'appellerai Laura. Et cette fille, je t'en avais parlé dans le tout premier podcast. J'avais essayé de l'ajouter sur Facebook, je lui avais envoyé un message un peu à la Zub, et au final, elle m'avait lâché une recale. Mais j'arrêtais pas de la voir, tu sais, parce que nos classes, on avait à peu près souvent les cours côte à côte, dans des salles qui sont côte à côte, et donc du coup, je la voyais toujours dans les rangs. Trop belle, un petit pétard, une petite brune avec la peau vraiment claire, yeux noirs. Si tu veux que je te donne un exemple à qui elle ressemble, prends le sosie, vraiment, hein, et tout le monde le disait, le sosie de Selena Gomez. Vraiment, une petite bombe atomique. Trop belle, et ultra discrète. C'était pas la nana qui était une nana populaire et tout, c'était plus une petite nana, tu sais, qui venait d'un petit village et qui faisait pas trop de bruit. Et en fait, elle faisait tellement pas de bruit que les mecs, en fait, se focalisaient. Ben ça, c'est souvent une erreur que font les mecs. C'est que les mecs se focalisent toujours sur les nanas les plus belles du lycée. Genre les bombes atomiques, les nanas, les 10 sur 10, 11 sur 10, 12 sur 10. Ils se focalisent pas sur les nanas qu'on voit pas, mais qui sont des 8, 9 sur 10. Et ces nanas-là, c'est celles qui sont le plus intéressantes au final. Et moi, j'avais eu le flair à ce moment-là. Cette fille, j'arrêtais pas de la regarder. Et à chaque fois, je me rappelle, je la voyais passer. Et je disais à mon pote, ah, gros, putain, si seulement je pouvais me la faire et tout. Et là, mon pote, il me dit, mais laisse tomber. Il me dit, laisse tomber, tu te la feras jamais. Et tu te la feras jamais, mec, tu te la feras jamais. Moi, j'étais là, bah, tu vas voir, je vais me la faire, tu vas voir. Tu sais quoi? Maintenant, je sais que je suis capable d'avoir tout ce que je veux. Et je l'aurai, cette meuf. Tu vas voir, je l'aurai. Truc de ouf, cette histoire, tu vas voir. et donc, du coup, dans un premier temps, ce voyage, je sais pas pourquoi, je veux pas y aller. Je refuse d'y aller. Je dis non, j'ai pas envie d'y aller et tout. Mais là, il y a Mathilde, donc vraiment ma meilleure pote. Elle insiste tellement. Allez, s'il te plaît. Tous les jours, elle me cassait les couilles. Dans ce mois de novembre, parce que c'était passé en octobre, le blocus. Dans cette fin de mois de novembre, sachant que le voyage avait lieu mi-décembre, elle faisait que me casser les couilles. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et tu sais quoi? C'est l'argent qui te gêne. C'est vrai qu'à ce moment-là, c'était assez compliqué parce que mon père venait de jeter ma mère dehors. Vraiment à la période du blocus. Mon père venait de jeter ma mère dehors. Et il a jeté ma mère dehors et on vivait dans un 2 pièces avec ma mère et avec mes petites sœurs. Donc c'était assez compliqué, c'est vrai, financièrement. Mais moi, je voulais pas. En fait, je crois, c'est bon, maintenant je crois me souvenir pourquoi. C'est vraiment par rapport à l'argent, je pense. Parce que ma mère, elle faisait les ménages et elle pouvait pas nous payer. Elle pouvait pas me payer ce voyage. C'était 50 € qu'il fallait lâcher et je sais que ma mère, elle pouvait pas forcément le faire. Et donc, du coup, la Mathilde voulait tellement que je vienne. Elle m'a dit, écoute, Tim, si c'est l'argent, le problème, moi, je te le paye, vraiment. Mais je fais, mais pourquoi tu ferais ça? Je veux pas que tu me payes le truc, t'es malade ou quoi? J'ai du fric, t'inquiète, tu vois, genre, je garde cette fierté. Et là, elle me fait, mais parce que vraiment, je te kiffe, j'ai pas envie que tu viennes pas. C'est quelque chose qui va être trop bien, on va vraiment être tous ensemble. En plus, on avait une nuit à l'hôtel avec, du coup, on avait tous notre nuit à l'hôtel à Toulouse et tout, on allait se retrouver tous ensemble à l'hôtel. Elle me dit non, je veux vraiment que tu viennes, ça va vraiment être une bête d'expérience, il faut que tu viennes. Et en fait, à force, et même mon meilleur pote, pareil, il faisait le forcing, il comptait vraiment aussi y aller. Et il me dit, écoute Tim, il me dit, je sais que t'es dans la merde, je sais que ta mère et tout, c'est compliqué pour elle, je sais que ça va pas. Écoute gros, si tu veux, moi je t'avance le fric et tout. Et au final, j'ai fini par m'arranger avec mon pote et j'ai fini par m'arranger. Ma mère, elle m'a donné. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon pote m'a filé un peu de fric, ma mère m'a filé un peu et mon père m'a filé un peu. Et donc, du coup, je me suis retrouvé avec la somme nécessaire. Vraiment, tu vois, la haisse dans laquelle, enfin, vraiment, la misère dans laquelle j'étais à ce moment-là. Du coup, j'ai fini par avoir l'argent nécessaire et j'ai pu participer, du coup, à ce voyage. Alors, du coup, je paye le voyage.
Et donc, du coup, j'y vais. Alors là, on finit par prendre le bus, je me rappelle. On prend le bus et dans le bus, je sais pas, à ce moment-là, la mode au niveau du smartphone, si j'avais un smartphone, c'était un Nokia N97. Tu iras voir à quoi ça ressemble, hein. C'est une sacrée bécane en fait, c'est un écran tactile et quand tu le faisais slider, tu avais un clavier AZERTY. C'était un truc de fou. Et c'était le tout dernier téléphone, c'était à l'époque de l'iPhone 4, 4S à peu près. Et donc du coup, on part à ce voyage. Moi j'ai mon petit téléphone comme ça. Et je joue à Doodle Jump avec mon pote, on se fait genre des compètes de qui va atteindre le plus gros score et tout ça et tout. T'as Mathilde qui est à côté de moi dans le bus et tout, elle est grave contente que je vienne et tout. Maintenant que j'y pense, je crois qu'elle me kiffait cette meuf. Mais Tim, tu sais tout. Ben ouais, non, je sais pas tout, tu vois. Mais là, franchement, je pense qu'elle me kiffait vraiment cette fille. Et donc, du coup, on finit par arriver, tranquille. On commence à voir un petit peu toutes les attractions. Et à un moment donné, on rentre dans un dôme où on va voir un petit peu les étoiles et l'espace. En fait, c'est un dôme où ils te mettent dans le noir et ils projettent l'espace sur le dessus du dôme. Et donc, toi, du coup, on regarde tous les étoiles au-dessus, mais on se voit pas entre nous. Tu vois. Et là, on se fait un peu chier et il y a une nana qui balance un truc du style ah ouais, putain, j'en ai vraiment rien à foutre et tout. Et là, du coup, moi, je commence à discuter avec elle parce qu'elle était juste à côté de moi. Et je discute avec elle et on commence à se taper des barres. Tu sais, vraiment, on rigole, on se tape des barres et tout ça et tout. Sauf que moi, je savais pas qui était cette nana. Mais il y a un bon feeling et on discute, on rigole bien et tout. Et puis au final, on finit par sortir, tu sais, genre. Je crois qu'on a dû sortir presque en même temps, elle et moi. Et on continue la discussion pendant qu'on marchait vers la sortie. Tu sais, il y avait la petite lumière verte de la sortie qui nous éclairait. Tu sais, en haut, là, l'espèce de petit truc avec exit. Et je commence à l'entrevoir et je me dis non, 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 ne me dis pas que c'est pas vrai. Et au final, eh bien, c'était Laura, la fille sur qui j'avais flashé, avec qui j'avais discuté pendant ces 30 minutes où on est en train de regarder cette espèce de panorama. Et au final, on se rend compte et on se regarde l'un l'autre. Elle me fait, mais c'est toi? Je fais, mais toi, c'est toi. Et là, du coup, on commence à rigoler, tout ça et tout. Et puis, on discute. Et puis, au final, je commence à être tactile avec elle. Je la taquine, je rigole. Elle me met un petit coup sur l'épaule. Et donc, du coup, on commence vraiment à se chercher, quoi. Tu vois, genre, je commence à la prendre dans mes bras, machin, tu sais, à rigoler avec elle, allez, viens par là et tout. Tu sais, c'était ma technique préférée à l'époque. La petite nana, juste pour pouvoir toucher ses cheveux, je lui faisais attends, vas-y, laisse-moi ranger ta coupe parce que ta coupe elle est dégueulasse là. Et là, elle me fait putain, mais t'es un enfoiré et tout. Et ça me permettait, tu vois, d'avoir ce contact physique avec elle. Donc, petite astuce gratos que je vous donne. Et au final, on commence à se tourner l'un vers l'autre. Tu sais, à chaque fois on est rentré dans une fusée à un moment donné dans la cité de l'espace. Il y avait un moment donné, ils nous présentaient la météo. Tu sais, genre en gros, comment on présente la météo et tout. Et en fait, on faisait que se toucher. On était ultra tactile l'un l'autre. Tu sais, il y a vraiment une attirance de fou qui s'est mise en place. Enfin, moi, c'était comme un rêve éveillé, quoi. Parce que cette nana, vraiment, je la voulais de ouf. Et au final, il y a sa pote qui arrive et qui me fait hé, laisse-la tranquille. Elle est en couple. Et tu sais, elle la prend comme ça par la main en mode. Tu sais, comme si c'était sa gosse, quoi. Et là, je regarde mon pote, je fais putain, mais quelle grosse pute, ça là, qu'est-ce qu'elle veut et tout. Et mon pote, il me fait gros, laisse tomber, nique sa mère. Du coup, on arrive au soir. Et le soir, on va à l'hôtel, du coup. À l'hôtel. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, on était par groupe de 3 dans les chambres d'hôtel. Mais ils nous ont laissé champ libre. Ça veut dire que dans l'hôtel, on avait genre tout l'étage pour nous parce qu'on était enfin, il y avait 2 classes, donc il y avait à peu près 60 élèves, plus les intervenants. Et donc, du coup, on avait champ libre. Donc, on avait tout un étage pour nous. Et on pouvait aller dans les chambres des autres, etc. C'était le feu. C'était le feu. On a passé une soirée de dingue. C'était la première soirée, du coup, où vraiment, je vais passer la nuit loin de chez mes parents, tout ça et tout. Enfin, tu vois, genre avec des potes. Et loin, surtout. Et donc, du coup, je me retrouve dans la même chambre que mon meilleur pote et un gars du lycée qui est un gros crade. Genre, le mec, il s'est endormi. Il a pris parce que c'était un duplex, tu vois, on avait le lit en bas et il y avait un lit en haut. Et donc lui, il s'est endormi dans le lit d'en haut, il faisait que péter cet enculé. Donc du coup, ça puait sa mère. Et moi, je suis parti dans la chambre de ma meilleure pote, du coup, à ce moment-là. Et on se pose au lit, elle se pose sur mon torse, et on regarde, du coup, l'âge de glace qui passait à la télé à ce moment-là. Je reçois un appel de ma sœur, du coup, qui me dit que mon père va se remarier, alors que ça faisait à peine 2 semaines qu'il venait de jeter ma mère dehors. Ça a été assez dur, ma meilleure pote m'a réconforté, elle me dit « ça va et tout, t'inquiète pas, ça va aller ». Et donc du coup, je lui dis franchement, Mathilde, je vais retourner dans ma chambre, je vais dormir, ça va me faire du bien, tu vois. Et donc là, je retourne dans ma chambre et tout.
Et mon meilleur pote, du coup, mon bro, qui me dit gros, ça va et tout. Je lui explique ce qui se passe. Et il me fait gros, ça va aller et tout. Il me fait gros, tu voulais pas choper la petite Laura? Je fais ouais, je voulais la choper, mais laisse tomber, elle est en couple apparemment et tout. C'est un bourbier cette histoire. Et là, il me fait gros, tu sais quoi, je te vois pas bien et tout. Et ça, c'est un vrai bro, tu vois. Il fait gros, je te vois pas bien. Tu sais quoi, gros? Je vais tout faire pour que tu la pécho et que tu dormes avec elle ce soir. Et je lui fais arrête tes conneries, gros, arrête tes conneries, ça n'arrivera pas. Elle est avec ses copines et ses copines, elle la protège. Tu vois, cette espèce de copine moche qui est jalouse, quoi. Et là, il me fait gros, fais-moi confiance. Et là, je fais ouais, mais je te faire confiance de quoi et tout, tu vois. Il fait t'inquiète. Il part pendant un moment. Et puis, moi, je me pose au lit et je commence un peu à somnoler. Et puis, il revient et il me dit gros, normalement, si tout est bon, y a moyen peut-être que elles viennent te voir dans la soirée. Je fais gros, laisse tomber, il est 23h, j'ai envie de dormir. Je m'endors. Et je me réveille genre à 2-3 heures du matin, en mode, tu vois, vraiment genre subitement. Et là, je me rends compte que je suis pas dans le 2 pièces de ma mère et que je suis dans une chambre d'hôtel et je dormais en caleçon à côté de mon meilleur pote qui était en calbar. Donc je commence à flipper, tu vois. Je suis pas bien dans ma tête. Je me dis, oh bordel, c'est quoi ce putain de bordel et tout, c'est quoi ce bourbier? Et, et là, en fait, on a été réveillé par quelqu'un qui toque. Donc là, moi, je vais ouvrir, je suis en calbar, t'as vu, je vais ouvrir. Et qui je vois? Laura, qui est là devant moi alors que je suis en calbar. Et là, je suis en mode, Laura? Elle me fait, ouais, il y a ton pote du coup qui m'a dit que tu voulais qu'on se voit et tout. Je suis, bah ouais, de fou, mais de fou! Je fais, vas-y, rentre et tout. Et là, du coup, mon pote, donc du coup, il fait semblant de se rendormir et tout, tu vois. Et elle vient, on se pose au lit. Donc du coup, il y avait mon pote sur le côté droit du lit. Moi, j'étais au milieu, c'était un king bed. Moi, j'étais au milieu et elle était donc du coup, mon pote à droite, moi au milieu et elle à gauche. Et donc du coup, on était dans le noir, on discute et puis on commence un peu, tu vois, à se toucher. Mais on fait même pas du touche pipi, tu sais, genre je lui touche les fesses. Je lui fais des bisous dans le cou, mais elle refuse à chaque fois que je l'embrasse, cette connasse, tu vois. À chaque fois, elle refuse que je l'embrasse. Donc moi, je suis un peu en mode déprimé, tu sais. Je me dis, putain, j'ai envie de l'embrasser, bordel de merde, mais elle veut pas. Et donc, du coup, à un moment donné, je sais pas pourquoi, mon pote, il a commencé à se chauffer. Et il commence. Bon, il m'a pas tripoté, moi, heureusement, j'aurais mis un coup de tête. Mais il commence à tripoter la meuf, t'as vu? Et moi, je m'en battais les couilles à ce moment-là. Je me dis, bah, il peut bien la tripoter, je m'en branle. Et à un moment donné, je sais pas pourquoi, il lui met. Je crois, il lui met les mains un peu aux fesses, tout ça et tout. Et là, je lui mets un coup à mon pote, genre en mode tac. Tu vois, genre en mode arrête de la toucher, c'est moi qui la veux. Je sais pas, il s'était chauffé, tu vois. Je pense que ben, c'est normal. Après, tu sais, tu te réveilles, t'as une érection, t'as envie de niquer tout ce qui bouge, quoi. Je peux comprendre, y a pas de souci. Je lui en ai pas voulu d'ailleurs. Sauf que la meuf, elle dit, dans le noir, elle savait pas que c'est qui l'avait touché. Elle fait, mais c'est qui m'a mis ce coup? C'est parce que j'ai mis un coup à mon pote quand il a mis la main à ses fesses. Et là, j'ai dit, ah, ça? Non, t'inquiète, c'est mon coup. C'était un message envoyé à mon pote. Et donc là, mon pote, il s'est rendormi en mode, tu sais, en mode, il était désolé de ce qui venait de se passer, c'est juste qu'il s'était chauffé. Et là, du coup, ben, la nana me dit, bon, vas-y, je vais retourner dans ma chambre et tout. Il y a mes potes, elles vont me casser les couilles sinon. Je fais, non, reste avec moi et tout, dors avec moi, j'ai envie que tu dormes avec moi et tout. Elle me fait, non, non, c'est bon et tout. Ça faisait genre 1 heure. Moi, j'avais des gouttes à ne plus en pouvoir dans le calbar, tu vois, genre, j'en pouvais plus, j'avais qu'une envie, c'était la cartoucher. Mais je me suis dit, vas-y, laisse tomber. Elle est retournée avec sa pote et puis au final, on finit le lendemain par prendre le petit-déj et on repart de Toulouse pour revenir au lycée. Et donc du coup, on était à la veille, on s'était échangé nos numéros de téléphone à ce moment-là et on était vraiment le jour des vacances. Quand je suis rentré de Toulouse, c'était les vacances de Noël. Et donc à ce moment-là, on s'est envoyé des textos, elle et moi, et on s'est dit, bon, vas-y, elle me dit, viens me voir dans mon petit village. C'était un village à 10 km de chez moi, sauf que moi, j'avais pas la voiture, ni même le permis à ce moment-là. Donc du coup, je devais compter sur ma mère pour m'amener, sauf que ma mère, elle n'a pas faisait les heures sup, c'était compliqué pour elle. Et le jour où je devais partir chez elle, ben, ma mère n'a pas pu m'amener. Donc du coup, j'ai dû lui mettre un vent. Sauf qu'elle a mal pris le fait que je lui ai mis un vent, parce que c'est pas le genre de nana qui tu mets des vents. Et donc, elle m'a plus parlé pendant les vacances. Elle répondait plus à mes messages. Et puis à la rentrée de janvier, je la chope dans un couloir en mode, tu sais, bam, la main comme ça, tu sais, genre en mode, je l'isole. Et je lui fais, hé, tu m'en veux, Laura? Elle me fait, pas du tout. Genre, tu sais, elle fait la meuf. Je lui dis, écoute, Laura. Et tu sais, je lui caresse le visage, je lui fais, tu sais quoi? Je te donne rendez-vous le 12 janvier. Le 12 janvier, je suis à toi, je viens chez toi. Elle me fait, mais te force pas, hein.
Genre, tu sais, elle fait la meuf vexée. Je fais non, 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 je vais pas me forcer. Je suis en train de te le proposer. Donc, le 12 janvier, tu bloques ton après-midi. Je viens te voir dans ton petit village, ok? Elle me fait, on verra. On verra si tu viendras. Et là, je lui fais, fais-moi confiance. Je commence à la serrer contre moi. J'essaie de l'embrasser, elle tourne la tête. Du coup, je lui fais un petit bisou sur le cou. Et je lui fais, t'en fais pas. J'en pouvais plus. J'avais qu'une envie, j'avais envie d'elle. Vraiment, j'en pouvais plus. Et donc, du coup, le temps passe. Et il y avait une petite nana qui faisait que me tourner autour, donc du lycée, qui m'avait kiffé suite au blocus, qui faisait que me tourner autour. Et à un moment donné, tu vois, genre, elle me dit, est-ce que tu veux pas venir avec moi au McDo? Parce que le McDo était juste à côté du lycée. Je fais, ouais, si tu veux, vas-y, on y va et tout. On va ensemble au McDo, tu sais, genre sur le trajet, elle s'arrête, elle me fait, Tim? Je fais, ouais. Et là, elle m'embrasse, mais genre vraiment passionnément. Et je suis choqué. Je suis là en mode, quoi? Tu sais, la nana me fait du rentre-dedans, vraiment, genre, elle m'embrasse comme ça. Elle me fait, je te kiffe. Je fais, ah ben ouais, c'est cool et tout, tu vois, parce qu'elle est vraiment jolie aussi, tu vois, genre, c'était vraiment, si je dois te donner un score, c'était un bon 8 sur 10. Elle était vraiment jolie, brunes yeux bleus, vraiment belle. Et je lui dis, ouais, moi aussi, mais sauf que moi, la celle que je voulais serrer, c'était Laura. C'était pas elle, je voulais pas que Laura voit que cette fille et moi, on s'était embrassés. J'avais eu peur de ça, finalement, ça s'était pas produit. Et heureusement, elle n'avait pas vu, elle n'avait pas su. Donc du coup, le lendemain, on arrive donc du coup au fameux 12 janvier. Et j'attends ma mère pour m'amener au village, à son village. Et ma mère, encore une fois, me met une crampe. Et au final, elle ne m'amène pas au village. Sauf que moi, j'ai bien compris que si je ne tentais pas ma chance ce jour-là, c'était foutu. J'allais pas avoir mon rendez-vous avec elle. Surtout que la veille, je l'ai appelée au téléphone, la petite Laura, pour lui, tu sais, pour la travailler, lui dire demain on se voit, et elle m'a dit ok. Donc du coup, il fallait que je sois là. Elle m'a bien fait comprendre que c'était ma dernière chance. Et donc du coup, je vois que ma mère ne peut pas m'amener et qu'on approche de 17h. Je devais y aller à 17h et tu sais qu'en janvier, à 18h, enfin 17h30, 18h, le soleil se couche. Donc du coup, j'appelle mon père, alors que mon père, je lui parlais plus par rapport à ce qu'il avait fait à ma mère. Et je lui dis, écoute papa, j'ai vraiment besoin que tu m'aides, il faut que tu m'amènes au petit village, tel petit village, parce que j'ai un pote à aller voir. Bon, mon père, hein, tu sais, il en a vu. Hein. Donc je pense pas que j'ai été dupe. Il m'a amené, il me dit, tu vas voir qui? Je fais, ouais, je veux voir un pote. Il me fait, ah, tu vas voir un pote, t'es parfumé, t'es bien habillé, c'est bien pour ton pote. Je fais, ouais, c'est mon pote, ouais, bah attends quand même et tout. Tu vois, il me fait, ouais, c'est bien ton pote, ouais, c'est ça. Et au final, il me pose du coup au village. Et donc, elle vient me récupérer et elle m'amène dans un petit coin qui est genre une petite collégiale avec donc du coup un petit parc. On se pose et en fait, pendant tout le rencard, c'est-à-dire pendant 3 heures jusqu'à 20 heures, j'essaye de l'embrasser. On discute, on rigole, on se fait des bisous dans le cou. Elle me touche le torse, etc. Et tout, je lui touche les fesses. J'essaie de lui faire des petits bisous. Elle m'esquive à chaque fois, cette connasse. Je crois qu'elle a dû m'esquiver 100 fois. Non, mais vraiment, je rigole même pas quand je te dis ça, mec. Hein. C'est-à-dire que j'ai persévéré à peu près 100 fois pour essayer de l'embrasser. Aujourd'hui, les néo-féministes appelleraient ça c'est une agression, c'est du harcèlement. Nique ta mère. Donc, du coup, j'essaye. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis écoute, Laura, je vais devoir rentrer. J'essaye de te faire un bisou depuis tout à l'heure, tu fais que m'esquiver. Donc j'ai quand même droit à un petit bisou, non? Avant de partir, tu sais, genre j'étais désespéré, quoi. Et là, elle me fait un smack, mais genre juste un smack de merde, tu vois, genre un mouah, tu vois. Et là, je suis en mode choqué. Et là, elle court, tu sais, genre elle se bat en courant, puis moi je cours après. Je fais, mais tu vas où? Elle me fait, ben je rentre chez moi. Elle me fait, tu me saoules et tout, tu vois, genre, mais vraiment en rigolant, tu vois, genre elle fait la gamine, quoi. Et là, elle me fait, mais mec, elle me fait, je t'ai fait un smack, mais des smacks, j'en fais à mes potes, hein. Elle me fait, donc t'enflamme pas, tu sais, genre c'est pas parce que je te kiffe ou quoi. Je fais, je sais que tu me kiffes. Elle me fait, non, je te kiffe pas, laisse-moi tranquille, tu sais. Elle fait, rentre chez toi. Et je fais, bon, ok, vas-y, tu sais quoi? Laura, tu me casses les couilles, j'abandonne. Tu sais quoi? Je vais rentrer chez moi. J'ai envoyé un texto à ma mère pour qu'elle vienne me récupérer. Donc, du coup, ciao. Tu sais quoi? Vas-y, je vais rentrer chez moi. Et donc, du coup, on marche. Elle me raccompagne, donc, du coup, au point où elle était venue me récupérer, donc, parce que la collégiale est en hauteur. Elle me raccompagne en bas. Et donc, du coup, je lui fais la bise et je lui dis, bon, ben écoute, on se dit à demain au lycée et tout. Et je m'en vais. Et j'étais écœuré. J'avais un seum, mais pas possible. Et je me suis dit, je peux pas abandonner. Je suis pas un homme qui abandonne. Et en fait, quand j'ai commencé à faire mes pas, du coup, pour partir, elle était censée rentrer chez elle, tu vois. Donc, quand tu dis au revoir, normalement, tu rentres chez toi après. Et quand je me tourne, elle me regarde. Et elle était là, posée, elle bougeait pas. Et elle me regarde comme ça, tu sais, avec des grands yeux. Je te rappelle encore une fois, cette nana, c'est le sosie de Selena Gomez.
Quand t'as une petite nana comme ça, une petite perle qui te regarde dans les yeux comme ça, tu sais, avec des yeux genre en mode, tu sais, qui brillent. Je sais pas pourquoi instinctivement j'ai compris ce qui est en train de se passer. Je suis allé la voir, je l'ai attrapée par la taille et on s'est embrassé de manière passionnée. C'était le baiser le plus intense de toute mon existence. Il y a eu des feux d'artifice, c'était un truc de malade. Après m'être pris autant de recals, eh bien, ça a fini par passer. On s'est embrassé de manière passionnée. Et là, on finit de s'embrasser. Et elle me regarde, je la regarde, on se réembrasse encore. Mais passionnément, on se touche le visage et tout. Enfin bref, c'était vraiment un truc de malade. À ce moment-là, j'ai compris que j'étais l'offre de cette meuf. Tu vois, genre vraiment, c'était le coup de foudre. Et elle aussi. Et donc, du coup, truc de fou. Truc de malade. Et donc, du coup, j'ai pas lâché l'affaire et j'ai fini par avoir ce final absolument exceptionnel. Voilà mon histoire. Voilà comment je suis passé du paria au héros de mon lycée. L'histoire que je viens de te raconter, pourquoi je t'ai parlé de l'histoire avec Laura, c'est parce que Laura a été mon premier amour. C'est celle avec qui je suis resté 7 mois. Et c'est avec elle que j'ai vraiment connu l'amour, avec elle que j'ai eu mes premières relations. Et cette fille, elle m'a brisé le cœur. Elle m'a explosé le cœur et elle a fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Donc si ça t'intéresse de connaître la suite, c'est grâce à elle en fait que je suis parti dans vraiment que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans cette relation. Et si tu le veux bien, dans un prochain podcast, si tu veux, je te raconterai toutes les erreurs que j'ai fait dans cette relation. J'en parlais dans certains de mes podcasts. Là, je pourrais te raconter, si tu veux, dans un podcast dédié, toutes les erreurs que j'ai faites dans cette relation, dans une relation de premier amour, et comment il faut les éviter. Voilà pourquoi je t'ai parlé de ça, c'était aussi pour te faire peut-être un prémisse d'un prochain podcast. Bon, la conclusion, donc du coup, encore une fois, je ne vais pas seulement parler de ma vie, mais je vais surtout te parler des leçons que j'ai apprises de tout ça, et comment elles vont pouvoir t'aider à toi aussi devenir le héros de ta propre histoire. Alors, première leçon que j'ai apprise, c'est lorsqu'on a choisi la personne que l'on souhaite incarner, il faut l'assumer jusqu'au bout. Pourquoi je dis ça? Parce que j'avais toujours essayé de jouer des rôles avant ça. J'avais toujours essayé de jouer la racaille, j'avais essayé de jouer le garçon gentil. Et au final, en fait, on n'est jamais mieux servi que quand on est soi-même. Il ne faut pas chercher à jouer de rôle. Toi-même, ça suffit déjà. Et c'est pour ça que j'ai réussi pendant cette année-là. Parce qu'en fait, à tous les moments, je suis resté Tim. Tim qui n'en a rien à battre. Et c'était le début de Tim n'en a rien à battre. Ensuite, la seconde leçon, c'est qu'il ne faut jamais désespérer. Si les choses tournent mal, c'est que tu dois changer quelque chose. Une défaite n'est jamais définitive. Et dans tous les cas, il faut que tu persévères. Regarde, tu as vu tout ce que j'ai dû persévérer durant cette période entre le blocus, entre Laura, etc. J'ai toujours persévéré et je suis allé au bout des choses. Et encore une fois, donc du coup, ça me fait rebondir sur la troisième leçon. Il ne faut jamais renoncer. Tu pourrais te retrouver à 2 pas de la ligne d'arrivée que tu ne le saurais même pas si tu as abandonné. Donc il faut toujours que tu fasses ce pas de plus. Il faut toujours que tu donnes cette course de plus. Quand tu commences à fatiguer, ça veut dire qu'il te reste encore une bonne heure de course. Donc tu dois faire cette heure de course, tu dois aller chercher l'effort au bout. Regarde l'année du paria. Si j'avais désespéré à ce moment-là, je ne serais jamais devenu le héros de mon lycée, j'aurais jamais été aux soirées, j'aurais jamais été à Toulouse avec mes bros, j'aurais jamais rencontré Laura, je serais jamais été avec cette fille avec qui je rêvais d'être, j'aurais jamais eu cette relation avec Léna qui a fait que je l'ai friendzoné. Je serais encore une petite merde en train de me ressasser Léna en mode « Oh, s'il te plaît Léna, reviens avec moi ». J'aurais été une merde. Et au final, je suis devenu vraiment un mâle dominant grâce à ça. Regarde le blocus. À 10 minutes de l'arrivée des premiers bus, j'ai failli échouer et tout perdre. J'ai continué à me battre, même si tout semblait perdu, je me suis battu. Parce que Napoléon Hill, dans le livre « Réfléchissez et devenez riche », disait une chose qui est réelle, c'est que lorsque tu vis l'échec le plus difficile de ta vie, ça veut dire que le succès le plus grand de ta vie n'est jamais très loin. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué. Et regarde par exemple aussi avec le baiser passionné que j'ai échangé avec Laura à la toute fin du rendez-vous, alors que je m'étais fait rejeter une centaine de fois pendant les 3-4 heures qu'on a passées ensemble. Au final, c'est à la toute fin que j'ai réussi à avoir ce baiser et donc du coup à arracher le début de cette relation qui fut la relation de mon premier amour. N'abandonne jamais. Jamais. Un Tim, certes, il n'en a rien à battre. Certes, un Tim n'en a rien à battre de la pression que les gens lui mettent.
Mais par contre, il y a un truc qui distingue chaque team, qui fait qu'un team est unique, c'est qu'un team n'abandonne jamais. Il ne lâche jamais l'affaire. Il n'abandonne pas. Mon bro, écoute-moi bien. Aujourd'hui, tu écoutes ce podcast. Et je m'adresse à toi précisément. Tu es fait pour réussir. L'univers a fait en sorte qu'aujourd'hui, tu écoutes ce podcast. Et j'y crois, sincèrement, j'y crois. Et je te dis une chose, c'est que toi aussi, tu peux devenir le héros de ta vie. Même si tu as été un paria, même si tu as été une merde, même si tu as eu des comportements nazes, même si tu es un flemmard, même si tu penses ne pas être capable aujourd'hui, tu peux te relever. Chaque jour est une nouvelle chance. Non, même je dirais que chaque heure, chaque minute, chaque seconde est une nouvelle chance. Tu sais pourquoi ? Parce que certes, le passé est écrit et il est derrière toi, il n'existe que dans ta tête, mais le futur, lui, même tu ne sais pas ce qui se passera dans une minute. Tu ne sais pas ce qui se passera dans une heure. Tu ne sais pas ce qui se passera dans un jour. Eh bien, je vais te dire une chose, le futur n'est pas écrit. Donc, tu peux décider dès maintenant de prendre ta vie en main et d'écrire ton futur. C'est toi qui décides de comment va être ton futur via la visualisation. Prends un putain de bloc-notes, note-toi les objectifs que tu veux atteindre et commence à te battre pour les atteindre. Et pendant que tous ces mecs continuent à rester des merdes, pendant que tous ces mecs continuent à courir après des meufs, Tim s'agrippe à ses ballons, s'envole au-dessus de cette masse, leur fait un gros fuck car Tim n'en a rien à battre. Salut mon pote.